Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Sichel. Bonjour. Bonjour David Diaco. Merci d'être avec nous sur Boursorama, directeur de la Banque des Territoires. Le gouvernement qui a décidé de réduire d'1 milliard le budget alloué à MaPrimeRénov', on l'a beaucoup commenté. Est-ce que ce n'est pas un signal un peu préoccupant pour les propriétaires qui nous regardent, qui comptaient faire des travaux de rénovation énergétique de leur logement? Alors, On se met à leur place. c'est vrai que c'est une nouvelle de réduction d'un budget. Pour autant, vous savez, Qui est en augmentation. Budget qui est en augmentation. Qui est en augmentation, et il y a eu une énorme augmentation de MaPrimeRénov' ces dernières années. On est passé de zéro. La rénovation thermique des logements, ce n'était pas du tout quelque chose qui était dans le radar du gouvernement et des ménages. Et donc, vous savez que j'ai fait un rapport il y a 2 ans. Moi, ce que je trouve le plus important... On est passé de zéro, c'est intéressant, on est passé de zéro en termes d'aide à 4 milliards. Ouais. 4 milliards et on revient à 3 milliards. Donc, Ouais. vous voyez quand même, ça reste quelque chose d'absolument significatif. Moi, je crois que plus que le montant d'aide, c'est surtout l'accompagnement qui est important, David Diaco. Quand vous êtes dans une maison et que vous vous dites il va falloir faire la rénovation thermique, vous avez un chauffagiste qui vient vous dire voilà, il faudra mettre une chaudière au gaz. Puis vous intervenez un deuxième qui vous dit mais non, pas du tout. Il vous a dit ça parce qu'il dépend de Viessmann, il faudrait prendre une autre chaudière. Puis vous appelez un ami qui dit mais si tu n'as pas fait l'isolation, ça ne sert à rien de changer la chaudière. Et vous commencez à être perdu et vous dites qui va m'aider à faire ça. Et donc là, ce que le gouvernement a fait, à la suite du rapport, c'est de développer l'accompagnement à la rénovation. C'est mon accompagnateur Rénov'. Ça existe aujourd'hui? Il y en a des milliers. Il y en a des milliers auxquels vous pouvez faire appel. Mon accompagnateur Rénov', qui sont des spécialistes, qui viennent chez vous déjà… Un tiers de confiance, quoi. Un tiers de confiance, exactement, qui vont vous aider à vous dire voilà le diagnostic thermique, voilà ce qu'il faut faire. Ils vont vous dire ensuite quel va être le budget, il faudra prévoir 40 000 €, et qui vont vous dire aussi voilà les aides auxquelles vous avez droit. Et qui vont vous accompagner dans tout ce montage financier. Tout ça payé par qui? Tout ça payé par l'État. C'est l'ANA qui gère ça, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et ça, je crois que c'est très important. Les Français, les citoyens, ils ont besoin d'être rassurés dans cette démarche de rénovation thermique. D'être accompagnés. D'être accompagnés. Et puis surtout, on fait de la rénovation thermique, certes, pour émettre moins de CO2, mais ce qui est important à la fin, c'est quand même la baisse de la facture énergétique. Et Diaco, on ne va pas se lancer à faire des travaux si à la fin, on n'a pas une facture qui baisse de 30%, de 40%. Et finalement, vous voyez que le montant des aides, c'est important, mais ce n'est pas ça, à mon avis, le gros déclencheur de l'acte. Le gros déclencheur de l'acte, c'est de se sentir accompagné dans une démarche qui est assez importante. On a une dynamique vraiment de rénovation de logements qui est là en France. Certains voudraient que ça aille plus vite, on veut tous que ça aille plus vite, mais il y a une vraie dynamique en France. Alors il y a une dynamique qui est très très forte dans une partie du logement dont la Banque des Territoires s'occupe indirectement, c'est le logement social. Le logement social, il ne faut pas oublier que c'est 5,5 millions de logements. Et ça, David Diaco, c'est chaque année 50 000 logements sociaux qui sont rénovés. Et le parc du logement social, il est beaucoup mieux rénové que le parc privé. Il n'y a plus que 7% de passoires thermiques dans le logement social, il y en a près de 20% dans le parc privé. Donc là, il y a une dynamique qui est très très forte, mais en même temps, vous avez mis, ils n'ont pas de mérite, c'est des professionnels de l'immobilier. Donc ils savent choisir les artisans, ils savent vous faire la performance thermique. Pour autant, on l'accompagne. On a d'ailleurs une nouveauté à annoncer. On va, avec l'ADEME, faire un prêt bonifié pour raccorder ces logements sociaux au réseau de chauffage urbain. Donc ça vous évite d'avoir le gaz. Et donc là, vous êtes dans des circuits fermés de chauffage urbain. Donc ça, c'est lancé. Ce sera un prêt avec une enveloppe de 130 millions. Et ce qu'il faut maintenant, c'est faire les logements privés. Puis il y a une autre partie quand même des bâtiments dont on parle un peu moins, qui sont importants, c'est les bâtiments publics. Ouais. Les bâtiments publics, c'est les écoles. Et vous savez que la Banque des Territoires s'est lancée dans un programme pour rénover 10 000 écoles. La plupart des bâtiments publics, en réalité, c'est des écoles. Il y a 40 000 écoles en France. Et là, on a lancé ce programme et on a déjà rénové 1600 écoles. Et les 10 000 écoles seront rénovées pour quand? Alors, si on est à un rythme de… On s'est donné jusqu'en 2027 pour faire cette rénovation des 10 000 écoles. En 2027, un quart des écoles françaises auront été rénovées. Absolument. C'est celles qui en ont besoin. Vous avez quand même aussi des écoles nouvelles qui sont bien isolées, et c'est un bien quart performantes. Qui en ont besoin. C'est à peu près un quart qui en ont besoin. Quand on donne le label EduRénov', c'est que l'école a fait une performance énergétique de 40%. C'est-à-dire qu'elle a 40% en moins de consommation énergétique. Après, il y a le parc privé. C'est vrai que ce coup de rabot aura peut-être des conséquences. On dit que 50 000 logements seraient privés d'aide cette année. Alors, il y a une modulation en fonction de la ressource des ménages. Ce que j'ai mis dans mon rapport, c'est que il faut quand même avant tout aider les ménages qui en ont besoin. Si les ménages ont la capacité de s'endetter auprès des banques,
elles peuvent elles-mêmes financer la rénovation thermique. Il ne faut pas oublier que ça redonne de la valeur au logement. Vous avez tous essayé d'acheter à un moment un logement, il y a un diagnostic, hein, et on voit bien que quand on est dans des tranches hautes, A, B, C, ça a plus de valeur, surtout que si on est dans les tranches basses, on va avoir l'interdiction de louer ces biens. Donc la rénovation thermique, ça participe aussi à la création de valeur de votre logement. Après, il y a cette réforme du DPE, diagnostic de performance énergétique, qui va permettre à 140 000 logements de sortir de cette catégorie passoire thermique. Ça aura un impact positif sur le marché locatif. Ça a un impact très important parce que c'est des petites surfaces. Et moi, j'avais remarqué dans cette mission que j'avais faite que certains critiquaient de façon légitime le DPE. Et c'est quand même l'outil de base, et si votre thermomètre n'est pas fiable, vous devez le corriger. Donc là, le gouvernement l'a corrigé, parce qu'il y avait des anomalies pour les petites surfaces, et ça c'est important, je pense aux étudiants, je pense aux jeunes, qui sont ceux qui veulent avoir des petites surfaces, et remettre 140 000 logements sur le marché locatif, ça a véritablement un impact, surtout compte tenu de la crise du logement qu'on connaît actuellement. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait justement dans le cadre de cette crise du logement? On a entendu parler d'un choc d'offres de la part de Gabriel Attal. On avait entendu ça déjà en 2017 au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on fait pour relancer la construction, la promotion immobilière, le neuf parce qu'il y a la question des taux d'intérêt, ça on peut rien y faire. C'est en train de baisser, mais ça reste encore sur des points hauts. Au-delà des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on peut faire de manière structurelle? Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Hein. S'il n'y avait qu'une baguette magique, on l'aurait trouvé. Mais il y a vraiment une initiative qui a été lancée par le gouvernement qui est intéressante. Et moi, j'ai accompagné Gabriel Attal dans cette première annonce. C'est les territoires engagés pour le logement. C'est d'avoir identifié 22 zones dans lesquelles on va simplifier, accélérer et massifier la construction de logements. Donc j'ai accompagné Gabriel Attal à Villejuif, qui est une zone en pleine construction, autour de l'Institut Gustave Roussy, autour de la nouvelle gare qui est en train de s'installer. Et là, vous avez la possibilité d'accélérer, comme on l'a fait pour le village olympique. D'où ça vient ces territoires engagés pour le logement? C'est que, vous savez, la Caisse des dépôts a construit tout le nouveau village des athlètes qui va être livré là dans quelques jours et qui vont devenir après, lorsque les athlètes seront partis, l'équivalent de 800 logements, dans lequel il y a du logement intermédiaire, du logement social, des résidences étudiantes, du logement libre. On l'a fait en 3 ans, alors que généralement, pour une zone comme ça, il fait en 6 ans. Donc on s'est dit, mais comment ça se fait qu'on ait pu le faire? On avait un espèce de régime dérogatoire, où on disait, c'est les Jeux Olympiques, donc on peut aller plus vite pour obtenir telle ou telle décision d'agrément. On s'est dit, avec les collectivités locales qui sont volontaires, on va prendre 22 territoires, comme des mini-villages des athlètes, comme à Villejuif, comme à Strasbourg, à Bordeaux, et on va accélérer. C'est très bien, évidemment, mais après, certains vous diront que le compte n'y est pas, que ça fait 30 000 nouveaux logements en 3 ans, 10 000 par an. Il faudrait construire 500 000 logements, on en a construit même pas 300 000 l'an dernier, et que le compte n'y est pas. Alors, on leur répond quoi? Alors, on leur répond que nous, du côté de la Banque des Territoires et avec Action Logement, on relance ce qui est le logement intermédiaire, parce qu'on voit bien qu'il y a une partie très importante pour le logement social, mais qu'on a aussi besoin de faire du logement intermédiaire. Qu'est-ce qu'on appelle logement intermédiaire? Le logement intermédiaire, c'est très simple. On est dans des logements qui vont être accessibles avec un tarif de 15% inférieur au loyer du marché, sous condition de ressources. Donc, vous savez, pour le logement social, il y a toute une partie de critères, mais le logement social, il reste toujours du logement social. Le logement intermédiaire, vous pouvez attirer des investisseurs qui vont à ce moment-là financer le logement tout en ayant la possibilité de le revendre et de faire un moins de plus-value. Donc c'est une catégorie très importante qui est en plein développement actuellement. Bon, j'aurais dû commencer par ça, pardon Olivier Sichel, pour ceux qui nous regardent, qui ne font pas bien la différence entre Banque des Territoires, Caisse des dépôts, dont vous êtes d'ailleurs directeur général délégué, ou BPI France. Comment on explique rapidement la Banque des Territoires, la Banque des Territoires, c'est tous les leviers de la Caisse des dépôts pour le développement des territoires. Donc c'est du prêt, c'est cette année à peu près 16 milliards de prêts, donc beaucoup de prêts. C'est de l'investissement, 2,4 milliards. Aux collectivités. Aux collectivités et aux bailleurs sociaux. Et puis il y a toute la galaxie, si vous voulez, des collectivités. On est aussi investisseur dans le CDG Express, on investit dans des foncières de redynamisation de commerce, on investit dans l'industrie, on en parlera peut-être à un moment. Oui, mais on est là uniquement pour développer les territoires. Notre sujet, c'est d'accélérer le développement des territoires dans tout le pays. Qu'est-ce que vous financez, ça on l'entend, qu'est-ce que vous ne financez pas, qu'on comprenne bien aussi? Alors, ce qu'on finance, c'est l'immobilier, c'est les infrastructures. On ne finance pas les entreprises. Ouais. Ça, c'est le métier de BPI France, qui est notre cousine. Voilà. Vous achevez le déploiement du réseau de fibre optique très haut débit dans les territoires ruraux. On en est où? L'objectif, c'était 10 millions
de ménages raccordés d'ici 2025. On en est à 9 millions. On est à un rythme de 100 000 prises livrées tous les mois. On parle de fracture numérique. On n'en parle jamais, David Jaco. C'est un énorme succès français. C'est pour ça que je vous en parle. Vous avez des régions entières qui sont couvertes à 99,8%. C'est plus d'1 milliard, 1,5 milliard d'investissements. Exactement, c'est des investissements colossaux qu'on a fait avec les collectivités locales et qui fait qu'aujourd'hui, la France est le pays le mieux couvert. Et ça, c'est hyper important pour lutter contre la fracture numérique. La fracture numérique, c'est quoi? C'est de dire, voilà, j'habite en métropole, j'ai du haut débit, je peux faire du télétravail, je peux avoir accès à tout le divertissement, je peux installer mon entreprise, et puis je suis dans un territoire rural et j'ai rien du tout parce que j'ai un vieil ADSL qui ne fonctionne pas. Ça, c'est terminé. C'est terminé pour 9 millions de prises en zone rurale, et d'ici 15-20 mois, ce sera terminé dans toute la France, quoi. Voilà. C'est une grosse différenciation par rapport à nos voisins allemands, italiens ou espagnols. Voilà, donc il fallait en parler, et donc je voulais vous en parler. Olivier Sichel, le cabinet Trendéo, on parle de l'industrie, de la réindustrialisation de la France. Selon ce cabinet Trendéo, qui recense les ouvertures et les fermetures de sites, sur 2023, 137 ouvertures d'usines contre 106 fermetures. On se réjouit, mais depuis 2021, ce solde se réduit, même s'il reste positif, encore une fois, il faut le dire. Est-ce que la réindustrialisation de la France est en train un petit peu de caler, là? Parce que le contexte est compliqué aussi. Ça ralentit, vous avez raison de le dire. Même si on est toujours une grande terre d'investissement étranger en France, c'est le pays le plus attractif pour la 4e année en Europe, on voit bien que le solde, il reste positif, mais il baisse. Ouais. Donc ça, c'est dû quand même un moment à la crise qu'on a connue, qui fait que certaines industries, elles ont dû encaisser le choc énergétique, elles ont dû encaisser le choc des matières premières. Des taux d'intérêt. Et puis l'augmentation des taux d'intérêt, ouais. Vous avez raison. Alors nous, on reste quand même très très volontariste et on a accompagné près de 260 projets d'usines. Alors la répartition des rôles, c'est BPI est au capital de l'entreprise, mais à un moment pour financer le foncier, pour financer les murs de l'usine, là c'est la Banque des Territoires qui le fait. Et ça on le fait pour des petites usines, je pense à Lactip dans la Loire, qui est une usine à moins de 10 millions d'euros, qui fait du plastique à partir de casines de lait. Des usines moyennes comme Insect, que vous connaissez peut-être, qui fait de l'alimentation pour le bétail à partir des insectes. Donc ça, c'est une usine qui fait 100 millions, c'est déjà un peu plus costaud. Puis on va jusqu'au Gigafactory, puisqu'on finance Vercor, qui va faire à Dunkerque la batterie électrique. Dont le patron Benoît Maignan est un super mec d'ailleurs. Exactement, c'est un formidable entrepreneur, très soutenu par la Banque des Territoires et par BPI. Et je suis allé visiter le chantier il y a un mois, les fondations sont posées. Ça sera prêt en 2025, je crois, l'usine. Exactement. L'usine de batterie électrique, et les fondations notamment, qui fournira notamment, pas seulement Renault, la voiture électrique de Renault. Et là, pour boucler le rôle de la Banque des Territoires qui anime un écosystème, on est en train de construire des logements sociaux pour les ouvriers qui vont bosser à l'usine. Et de travailler avec Patrice Vergrit, qui était ministre des Transports, à la desserte du grand port de Dunkerque où sera installée l'usine Vercor. On a toujours un déficit commercial en France, ça c'est une réalité. Après, si on regarde l'industrie verte, est-ce qu'on est en train vraiment de prendre comme il faut le virage de l'industrie verte? Complètement. Regardez les 3 exemples que je vous ai donnés. Lactip, c'est du plastique biodégradable. Ouais. Insect, c'est complètement de l'industrie verte, c'est de l'alimentation pour le bétail. Au lieu d'importer du soja, on le fait avec des scarabées. Et Vercor, c'est de la batterie électrique. On est en plein dans la transition écologique. Donc vous voyez, tous les exemples industriels que je vois, c'est de l'industrie nouvelle. Parfois, on a un mauvais mot, la réindustrialisation. On a tendance à se dire, c'est des vieilles industries qu'on faisait avant, qu'on va remettre, avec les cheminées qui fument. Moi, toutes les industries que je vois, c'est des salles blanches pour Aledia, et c'est des industries qui concourent à la transition écologique. Et qui sont sur des très hauts en gamme ou qui peuvent aussi être dans le mass market? Parce qu'on s'est toujours posé la question de ce qu'il fallait relocaliser ou localiser en France uniquement sur de la niche haut de gamme ou encore une fois oser aussi. Après, ça dépend de ce qu'on met en termes de robotisation. Oui, c'est plutôt ça. Vous voyez, par exemple, nous, on a participé au financement du coq sportif, dont on va beaucoup parler dans les Jeux Olympiques. Alors, le coq sportif, c'est du haut de gamme, mais je vois, c'est surtout en fait des processus, c'est des industries à forte valeur ajoutée, à forte composante technologique, à forte IP, propriété intellectuelle. En propriété intellectuelle, en brevet, et c'est ça qui fait la différence. Je pense que la distinction haut de gamme, bas de gamme, c'est pas tellement ça, c'est de se dire il faut qu'on ait des processus très compétitifs et qu'on ait une industrie dont la différenciation ne vienne pas des bas coûts de salaire. C'est ça l'enjeu.
Au final, et on finit là-dessus, la Banque des Territoires met combien chaque année entre les infrastructures, la transition écologique, l'industrie verte? Ça mobilise combien de millions, centaines ou milliards chaque année? Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur qui est dans notre plan stratégique. On a prévu de mettre 35 milliards de 2024 à 2028, 34 milliards sur la transition écologique. Ouais. Donc ça vous donne vraiment l'ordre de grandeur. Et sinon, on fait 16 milliards en prêts et 2,4 milliards en investissement. Voilà. Donc ce n'est pas les moyens qui manquent. Non, ce n'est pas les moyens qui manquent, parce que vous le savez, et c'est pour faire le lien avec le sujet précédent que vous aviez, cet argent, il vient d'où? Il vient du livret A, de la poche des Français. Donc toute cette épargne dont vous parliez précédemment avec votre invité économiste, il est centralisé à la Caisse des dépôts et c'est la Banque des Territoires qui le prête auprès des territoires. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci beaucoup pour cet entretien. Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Entretien à revoir en replay à 14h, la grande interview. Merci à vous. Merci.